Bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes sur le point de commencer ce deuxième webinaire sur les expériences des pays les moins avancés en matière de présentation de rapports de transparence sur l'adaptation, d'une part, et les pertes et préjudices, d'autre part. Aujourd'hui, nous parlerons de ces dernières. Je commencerai par me présenter. Je m'appelle Fernanda Alcobe, je travaille dans l'équipe de diplomatie climatique. Je travaille pour l'Institut international pour l'environnement et le développement. Bienvenue. Nous sommes ravis de co-organiser cette série avec le groupe des PMA. Comme je le disais, je travaille pour l'Institut international pour l'environnement et le développement et nous sommes ravis d'organiser ce cycle de webinaires en deux parties avec le groupe des PMA sur la préparation des rapports biennaux de transparence. La semaine dernière, nous avons accueilli l'ambassadeur Suarez Barbosa, président du groupe des PMA, qui a inauguré ce cycle et la session sur les rapports sur l'adaptation. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des rapports sur les pertes et préjudices. Comme vous le savez, les rapports biennaux de transparence sont les seuls instruments qui permettent au pays de fournir des informations afin de mieux comprendre, agir et soutenir les acteurs concernés pour éviter, minimiser, lutter contre les pertes et dommages associés au changement climatique. Ce cycle vise à proposer des idées, des exemples concrets aux autres pays qui sont ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous enregistrons cette saison. Nous souhaitons également encourager tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leur BTR et plus particulièrement leur rubrique sur les pertes et préjudices et l'adaptation. Aujourd'hui, nous accueillons des experts extraordinaires du Malawi, de Madagascar et de Zambie. Je les encourage dès à présent à allumer leur caméra et je vais maintenant les mettre en avant sur mon écran. C'est moi qui serai la modératrice de ce panel aujourd'hui. Nous accueillons Yamikani Idriss qui vient du Malawi et qui est le négociateur en chef pour le groupe des pays les moins avancés. Pour le moment, il est occupé, il nous rejoindra un peu plus tard. Voilà pourquoi c'est moi qui serai la modératrice au cours de ce panel. Nous accueillerons Lalena Ambelinsoa. Elle est la chef de service des bases de données du suivi-évaluation au Bureau national du changement climatique et de la REDD+, le tout au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous accueillons par ailleurs Gambwe Sikantongwe, qui est le responsable principal de l'économie verte au département de développement commercial du ministère de l'économie verte et de l'environnement en Zambie. Enfin, nous accueillons Annie Mapulanga. C'est l'économiste principale du département de la gestion des catastrophes. Elle vient du Malawi. Elle a fait partie de l'équipe chargée d'élaborer le rapport BTR du Malawi et elle a notamment travaillé sur la partie consacrée aux pertes et aux préjudices. Nous avons rencontré quelques difficultés avec Gambwe. Je pense qu'il a été déconnecté. On va essayer de le retrouver. Parfait, merci beaucoup. Pendant que nous attendons Gaboué, je vous propose de commencer nos questions avec la line-up. Merci d'être avec nous. Merci Annie d'être avec nous également. Première question.
Nous allons parler de la rubrique pertes et préjudices dans les BTR. Cette section est facultative dans le BTR. C'est-à-dire que l'on ne doit pas forcément fournir des informations sur les pertes et préjudices dans le BTR. Alors pourquoi est-ce que Madagascar a décidé d'inclure ces informations et quel est son objectif ce faisant? Merci beaucoup, Fernanda. Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Fernanda, je m'appelle Alena, je viens de Madagascar. Je travaille au Bureau national pour le changement climatique et le REDD+. Je faisais également partie de l'équipe qui a travaillé sur le premier BTR de Madagascar, qui a été envoyé en mars 2026. Alors, merci beaucoup d'avoir invité Madagascar à participer à ce webinaire. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de répondre à la question, je souhaiterais vous fournir un aperçu général du contexte sur l'île de Madagascar. Madagascar est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Nous sommes déjà confrontés à des cyclones tropicaux plus forts, à des inondations, des sécheresse et de l'érosion côtière. Et ces phénomènes entraînent de grandes pertes économiques, mais aussi des impacts non économiques qui incluent la perte de vie, des problèmes de santé, la mise à mal de la biodiversité des écosystèmes. Ainsi, c'est cette réalité qui nous a encouragés à intégrer les pertes et préjudices dans le BTA numéro 1. Les rapports sur les pertes et préjudices sont facultatifs au titre du BTR, mais Madagascar estime qu'il est crucial d'inclure ces informations. En effet, cela nous permet de présenter un paysage plus complet, plus réaliste des impacts climatiques qui affectent notre pays. En tant que pays moins avancé, Madagascar considère que le BTR est une opportunité précieuse de faire un rapport séparé sur les pertes et préjudices par rapport à la datation, de documenter les impacts économiques et non économiques, d'identifier les données manquantes et de renforcer les systèmes nationaux. L'interprète s'excuse, on ne peut pas entendre l'intervenante. L'interprète s'excuse, le son de l'intervenante a coupé. Des informations crédibles sur... Nous nous excusons, Lalena. Nous ne pouvons plus vous entendre. Voilà pourquoi nous n'avons pas entendu la dernière partie de votre intervention, celle qui vous permettait de donner plus d'explications sur les pertes et dommages et de l'importation d'avoir ce type d'informations pour votre pays. Pourriez-vous répéter la fin de votre réponse? Je m'excuse, ma connexion n'est pas très bonne. Comme je le disais, en tant que pays moins avancé, Madagascar considère que le BTR est une opportunité de présenter un rapport séparé sur les pertes et préjudices. Et des informations crédibles sur les pertes et préjudices peuvent aider Madagascar à mettre en avant ses besoins et à mobiliser un soutien sur les plans financiers techniques au niveau du renforcement de capacité. Merci beaucoup. Si, en effet, il est important de voir tous les avantages des rapports qui ne sont pas seulement un fardeau, puisque ces rapports peuvent présenter des opportunités de remplir les besoins d'un pays. Je vois que Gamboué nous a rejoints. Bienvenue. Est-ce que tu nous entends? Tu m'entends, Gamboué? Bien sûr, je t'entends. Bien sûr, je suis sur mon téléphone. Mais je peux passer sur mon ordi portable.
Pas de problème. Nous savons que la connexion n'est pas toujours optimale. Et maintenant, nous avons écouté Alalena qui nous a expliqué pourquoi il était important de présenter des rapports sur les pertes et préjudices, pourquoi il est important d'inclure cette rubrique même si elle est facultative. Nous tournons vers la Zambie. Quelles sont les pertes et préjudices auxquels la Zambie a été confrontée? Est-ce que vous avez réussi à présenter des informations sur toutes les pertes dans le BTR? Merci beaucoup. En effet, à l'instar d'autres pays en développement, la Zambie a subi des pertes et des préjudices économiques et non économiques. Ces répercussions ont affecté nos moyens de subsistance, nos écosystèmes, nos infrastructures et le bien-être de la population. Quelles sont les principales pertes économiques en Zambie? Elles vont concerner l'agriculture, pour commencer. On a notamment eu de mauvaises récoltes dues à des sécheresses et des inondations prolongées. Le gouvernement a dû déclarer un état de catastrophe national en raison de ces épisodes de sécheresse. Ceci a également affecté les ressources à eau disponibles. Cela a des répercussions également dans le domaine de l'énergie, avec une baisse de la production hydroélectrique due au faible niveau d'eau dans les réservoirs. Les infrastructures ont également été affectées par les inondations, notamment les ponts, les établissements scolaires et les établissements de santé qui ont été endommagés par les inondations et les tempêtes. On a également des conséquences négatives sur la foresterie, la biodiversité, le tourisme, avec une baisse des recettes touristiques dues au déclin des populations d'animaux sauvages et à la diminution des débits d'eau dans des sites touristiques tels que les chutes Victoria lors des périodes de sécheresse sévères. Nous constatons également des pertes non économiques. Ces pertes sont difficiles, voire impossibles à évaluer en termes monétaires, mais elles n'en sont pas moins importantes. Parmi elles, on peut citer les pertes humaines dues aux inondations, aux conflits avec la faune sauvage et à d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Car dans ces conditions-là, on sait que les animaux ont tendance à se déplacer vers les communautés et ceci engendre donc des conflits. On recense également des pertes au niveau du patrimoine culturel et des sites sacrés. On a relevé des déplacements de communautés, notamment dans les zones touchées par des inondations. On a pu répertorier également une perte des savoirs traditionnels et des pratiques autochtones. On peut citer également une perte de biodiversité, notamment les espèces végétales et animales menacées. L'agriculture a été également fortement touchée en raison des épisodes de sécheresse. Les agriculteurs ont beaucoup perdu. Cela demande beaucoup d'efforts à la population locale et aux personnes pratiquant l'agriculture. Ces personnes ont du mal à se détourner de cette activité car elles l'ont pratiquée pendant toute leur vie.
Maintenant, on va se demander si toutes ces pertes ont été déclarées dans le rapport biennal au titre de la transparence. La réponse est non. Nous sommes un pays en développement et je peux dire que toutes les pertes et tous les préjudices n'ont pas été signalés de manière exhaustive. À l'instar de nombreux pays en développement, le premier rapport biennal de la Zambie s'est principalement concentré sur l'inventaire des gaz à effet de serre, les projets réalisés dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, les mesures d'adaptation et le soutien nécessaire et reçu. Et il faut indiquer ici que le reporting sur les pertes et les préjudices en est encore à ses débuts pour les raisons suivantes. Il n'existe pas encore de base de données nationale normalisée en la matière. Il faut par ailleurs ajouter que les données historiques sur les pertes climatiques sont dispersées, sont fragmentées entre les différentes institutions. De nombreuses pertes non économiques, par ailleurs, ne font pas l'objet d'un suivi régulier. Les pertes économiques ne sont souvent signalées qu'à la suite de catastrophes majeures. Cela nous montre les lacunes présentes. Excusez-moi, Gamboué, intervient Fernanda. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous rapprocher du micro afin que les interprètes puissent mieux vous entendre? Et désolé de vous avoir interrompu. Je souhaite également vous indiquer que le rapport biennal ne fournit donc que des informations partielles en s'appuyant principalement sur les statistiques disponibles relatives aux catastrophes, les évaluations en matière d'adaptation, les rapports sectoriels et les communications nationales. Et il convient maintenant de mentionner les principaux défis rencontrés lors de la déclaration des pertes et préjudices. Plusieurs obstacles entravent la mise en place d'un système complet de reporting en matière de pertes et préjudices en Zambie. On a une disponibilité limitée des données avant toute chose, hein, une absence de série de données historiques à long terme. On a un manque d'informations de référence et une collecte de données sectorielles incohérente. En Zambie, nous avons des institutions qui travaillent sur les questions des pertes et préjudices. Les informations sont dispersées, éparpillées entre les différentes institutions, notamment l'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes, le service météorologique de Zambie, le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, celui de la Santé, l'autorité de gestion des ressources en eau, l'agence statistique de Zambie. Donc, toutes ces institutions sont des entités qui relèvent différentes réalités et ces ensembles de données ne sont souvent pas harmonisés. Nous connaissons également des limites en termes de méthodologie. Il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodologie reconnue au niveau national pour quantifier les pertes liées au climat. Il est difficile par ailleurs de distinguer les pertes d'origine climatique des autres facteurs socio-économiques. Enfin, les orientations relatives à l'évaluation des pertes non économiques sont limitées. Nous disposons en outre d'une capacité limitée, peu d'experts formés à l'évaluation des pertes et préjudices. Expertise limitée en matière d'évaluation économique et d'attribution climatique et une coordination institutionnelle insuffisante. Nous connaissons aussi des contraintes en termes de financement. Les ressources sont insuffisantes pour mener des évaluations exhaustives.
Le financement est limité pour la collecte de données et les systèmes de suivi après une catastrophe. Nous avons des systèmes de suivi défaillants également. Il n'existe pas de système centralisé de gestion des informations relatives aux pertes et aux préjudices. L'intégration entre les systèmes de réduction des risques de catastrophe et les systèmes de suivi climatique est limitée. Alors, qu'est-ce que je pourrais recommander maintenant? Excusez-moi de vous interrompre à nouveau, Gamboué. Je vous invite à conserver l'intervention sur les recommandations pour la première série de questions. Cela nous permettrait de passer à Annie, si vous êtes d'accord, et nous entendrions vos recommandations lors de la prochaine section. Est-ce que cela fonctionne de votre côté? Oui, pas de problème. Merci. Merci pour ces commentaires. Il est important de souligner, par ailleurs, que c'est la première fois que les pays déclarent leurs informations sur les pertes et préjudices. Ils vont rencontrer beaucoup de défis tant que des méthodologies n'auront pas été conçues. Il s'agit en effet d'un travail en cours. Et l'un des défis que vous avez mentionné est en lien avec les dispositions institutionnelles et la difficulté à disposer d'un système de suivi précis. Nous avons vu qu'au Malawi, il existe un service spécifique qui traite des questions de perte et préjudice et il serait par conséquent intéressant d'en savoir plus à ce sujet. Quelles ont été ces dispositions institutionnelles au Malawi? Comment travaillez-vous avec les autres parties prenantes pour disposer de ces informations pertinentes? Annie, vous pourriez peut-être nous expliquer comment se passent les choses au Malawi. Merci. Bonjour Fernanda, merci pour cette question et merci pour l'invitation également. Excusez-moi pour le petit retard. Bonjour à tout le monde également. Alors, en effet, nous avons au Malawi le département de gestion des risques de catastrophe. En termes de dispositions et d'arrangements institutionnels au niveau national, le Malawi a mis en place un comité de gestion des risques de catastrophe. Il s'agit d'une entité de haut niveau qui comprend des secrétaires chargés de fournir une orientation politique. Alors, problème de son avec Annie, l'interprète n'entend pas. Nous avons également les comités techniques en matière de gestion des risques de catastrophe et au niveau des districts, nous avons ensuite les comités de district pour la gestion des risques de catastrophe. Ils assurent une coordination des activités en matière de pertes et préjudices et de gestion des risques de catastrophe. Et on a à nouveau perdu le son d'Annie. Fernanda, il semble que nous ayons perdu Annie. Malheureusement, il semblerait qu'elle connaissait des problèmes de connexion. Je la vois de retour. Pardon, Annie, nous avons perdu l'espace de quelques secondes. Est-ce que vous êtes là? Oui, je crois que je suis en train de me reconnecter. Merci. Nous avons donc ces arrangements institutionnels aux différents niveaux, du niveau national au niveau des districts jusqu'au niveau communautaire également. Au niveau communautaire, donc au niveau de la base,
Nous avons les volontaires et les comités de gestion des risques de catastrophe au niveau local. En cas d'événement à évolution rapide, les informations sont consolidées. Donc, au niveau local, il y a un signalement qui se fait au niveau du district et ce dernier échelon soumet les informations au département des affaires et de gestion des catastrophes. Le Malawi a donc adopté une approche au niveau national et au niveau des districts. Il s'agit d'une approche par cluster. Donc, cela consiste en un mécanisme de coordination multisectorielle mis en place tant au niveau national qu'au niveau des districts. Il regroupe des organismes gouvernementaux, des agences onusiennes, des partenaires de développement, le secteur privé, des organisations de la société civile, des ONG internationales et des ONG locales. Ce groupe est chargé de collecter et de synthétiser les informations provenant des districts. Ces arrangements institutionnels permettent au Malawi de collecter et de signaler les informations par rapport aux pertes et préjudices. Il y a un flux correct d'informations entre les différents niveaux. Il y a également une possibilité de documenter les impacts des catastrophes. Ces arrangements institutionnels ont également été établis, viennent donc compléter ce qui existe déjà sur le terrain. Ils permettent la coordination en termes de pertes et de... Merci beaucoup, Annie. Il est plutôt intéressant de voir que les informations sont transférées des communautés vers le niveau le plus haut du pays. C'est vraiment un exemple exemplaire. Je me tourne vers l'ALENA qui a déjà finalisé le processus de rapport et nous savons que c'est la première fois pour Madagascar, comme pour beaucoup d'autres pays, quelles ont été les principales difficultés, les principaux besoins identifiés pour effectuer un suivi, présenter un rapport et enregistrer les pertes et préjudices? Et que pensez-vous faire avant le prochain BTR? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. En réalité, le processus de présentation de rapport nous a aidé à identifier plusieurs lacunes importantes. Tout d'abord, Madagascar ne dispose pas encore d'un système entièrement harmonisé pour effectuer la surveillance et réaliser des rapports sur les pertes et préjudices. Ça, c'est notre première difficulté. D'autre part, les informations sont très souvent réparties à travers différents secteurs et institutions. D'autre part, la collecte de données après les phénomènes climatiques n'est pas toujours constante. Voilà pourquoi nous avons des informations manquantes. Et ces informations sont très importantes car elles portent surtout sur des pertes non économiques telles que les impacts sur la santé, les écosystèmes, la culture et les moyens de subsistance. Il est donc très difficile d'évaluer l'ampleur de l'impact climatique et de comparer les différents impacts avec le temps. Autre difficulté, nos capacités techniques limitées pour l'évaluation des phénomènes à évolution lente. Il y a d'autres difficultés, notamment nos capacités techniques limitées. Il fut également difficile pour notre équipe d'évaluer les phénomènes à évolution lente.
Pour combler cette lacune, nous prévoyons tout d'abord de renforcer les bases de données climatiques socio-économiques nationales. Nous prévoyons également d'améliorer la coordination entre les institutions et de développer des procédures claires pour collecter, approuver, partager des informations. Nous avons besoin de capacités techniques au niveau national comme local. Il nous faut par ailleurs mieux intégrer les risques climatiques et les pertes et préjudices dans la planification sectorielle et territoriale. Ce qui est très important, c'est le soutien international sur le plan financier, technique et en matière de renforcement de capacité. Ce soutien est essentiel pour nous. Nous considérons ce premier BTR comme un point de départ important pour construire un système national plus solide et plus fiable avec le temps. Donc, telles sont nos principales difficultés. Et telles sont nos difficultés et la solution que nous souhaitons mettre en œuvre pour améliorer l'utilisation du BTR en tant qu'outil. Merci beaucoup, Lalina. Nous pouvons voir en effet que vous avez un arrangement institutionnel, un cadre, un système, car c'est important, mais ça reste une difficulté. Je pense que c'est une difficulté plutôt courante pour ces nouvelles rubriques. Et maintenant, je me tourne vers la Zambie. Dans son BTR, la Zambie souhaite développer un cadre pour les pertes et préjudices. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemblerait ce cadre? Et est-ce qu'il fournira des informations sur les futurs BTR? Comment l'envisagez-vous? Merci. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais parler plus fort ou plus près du micro? Car on ne t'entend pas bien. Est-ce que c'est mieux maintenant? Bien sûr, c'est vrai. La Zambie a proposé un cadre pour les pertes et préjudices. Et l'objectif, c'est de mettre en œuvre un système national structuré pour évaluer, surveiller, faire des rapports et réagir face aux pertes et préjudices causés par les changements climatiques. Ce cadre en est encore à ses prémices. Il a fait l'objet de deux lectures jusqu'à présent, mais il est encore en cours de rédaction. Comme je l'ai dit, avec ce cas, nous souhaitons répondre à plusieurs problèmes. Tout d'abord, nous souhaitons établir une approche nationale commune pour identifier et évaluer les pertes et préjudices liés au climat. Deuxième objectif, améliorer la coordination. Troisième objectif, standardiser les méthodologies pour mesurer les pertes économiques et non économiques. Nous souhaitons par ailleurs renforcer la planification basée sur des faits probants ainsi que des investissements pour viser résilience et reprise. Nous souhaitons accompagner l'accès à la finance climatique internationale, notamment les mécanismes financement émergents pour les pertes et préjudices. Nous souhaitons par ailleurs remplir nos obligations de présentation de rapports au titre du cadre de transparence renforcée, notamment pour le BTR. Nous souhaitons ainsi structurer notre cadre en 7 chapitres. Le premier porte sur les dispositions en matière de gouvernance et d'institutions. Deuxième chapitre, la méthodologie en matière d'évaluation sur les pertes et préjudices. Nous souhaitons élargir la méthodologie existante. Troisième chapitre, la collecte des données et la gestion des informations.
Nous devons également mettre en place une base de données nationale centralisée sur les pertes et préjudices. Et nous espérons que nous allons pouvoir nous organiser la base de données grâce à ce cadre. Nous devons par ailleurs standardiser les modèles de rapport, les indicateurs. Chapitre 4. Le MRV, le suivi, la notification et la vérification. Nous devons créer des indicateurs pour surveiller les tendances en matière de perte et préjudice à travers le temps. Nous avons besoin également de procédures de présentation de rapports régulières qui soient adaptées au système de suivi de la datation au niveau national. Cinquième chapitre plutôt, les évaluations spécifiques à chaque secteur. Les secteurs sont les suivants: l'agriculture, les ressources hydriques, l'énergie, les forêts, la santé, les infrastructures, le tourisme et les installations humaines. Chapitre 6. Évaluation des pertes économiques et non économiques. Et on va donc faire la différence entre les pertes économiques et pertes économiques. Dernier chapitre, financement et reprise. Nous devons mettre en œuvre des mécanismes pour identifier les besoins de financement. Nous devons fournir par ailleurs des orientations pour faire le lien entre les évaluations des budgets nationaux, la planification de la reprise après des catastrophes d'assurance et les opportunités internationales de finances climatiques. Quelle sera notre contribution au futur BTR? L'un des principaux objectifs du cadre, c'est d'améliorer la qualité et la cohérence des informations disponibles pour les prochains BTR. Ainsi, ces cadres visent à générer des bases de données nationales standardisées sur les pertes et dommages liés au climat. Autre objectif, faire des rapports sur les pertes économiques et non économiques en utilisant les méthodologies nationales convenues. Renforcer la transparence en documentant les suppositions, méthodologies et les sources de données. Accompagner la présentation de rapports sur l'adaptation pour les rendre plus efficaces, en montrant comment les impacts climatiques ont évolué à travers le temps et comment les interventions ont réduit la vulnérabilité. Enfin, dernier objectif, fournir des faits probants pour informer la planification nationale en matière d'adaptation, les NDC, et d'autres rapports envoyés au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous, quelle est notre situation? Quelles sont nos difficultés? Comme on le voit dans le premier BTR de la Zambie, le pays n'a toujours pas terminé de finaliser ce cadre, et les rapports sur les pertes et préjudices portent actuellement sur des informations issues de plusieurs institutions. Et il y a des difficultés car les données sont fragmentées, les méthodologies ne sont pas cohérentes, les pertes non économiques n'ont pas été assez évaluées. Ainsi, rédiger ce cadre est une priorité pour améliorer les rapports de transparence futurs. Merci beaucoup. Nous avons donc parlé de votre cas, de votre méthodologie, de tous les défis et difficultés au niveau de la présentation de rapports. Et maintenant, Annie, passons aux actions à la lutte contre les pertes et préjudices. Dans le BTR du Malawi, vous avez présenté plusieurs projets mis en œuvre par le pays pour les pertes et préjudices. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les principales mesures que vous mettez en œuvre actuellement et quels sont les principaux domaines où vous avez besoin de plus de soutien pour passer à l'action et pour présenter les prochains rapports BTR? À vous la parole. Merci, Fernanda.
En effet, dans le premier BTR du Malawi, plusieurs projets ont été cités. Ce sont des projets qui ont été mis en œuvre ou sont en train d'être mis en œuvre sur le sujet des pertes et préjudices. Et sur les projets qui ont été mis en avant, 50% se concentrent surtout sur la fourniture d'assistance humanitaire immédiate après un phénomène météorologique extrême en activant des financements provisoires. Les autres projets visent à mettre en place des systèmes et des cadres. Pour ce qui est des principales mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre, il y a par exemple la mise en œuvre d'un fonds fiduciaire de gestion des risques de catastrophe pour pouvoir mettre de côté des fonds de manière proactive et reconstruire les infrastructures critiques en cas de catastrophe. Autre mesure, investir dans des systèmes d'alerte précoce. Et nous sommes en train d'installer des stations météo automatiques et au niveau des communautés, nous installons des systèmes d'alerte précoce. Nous mettons également en place des systèmes, des cadres, des projets pilotes pour des actions préventives. Et comme nous le savons, il nous faut prendre des mesures d'anticipation avant les catastrophes. Et pour nous assurer que les gens qui habitent dans des régions sujettes aux catastrophes, pour s'assurer de leur sécurité, nous sommes en train de construire des centres d'évacuation, soit des abris sûrs pour qu'ils puissent y vivre de manière temporaire. Au niveau des districts, nous avons mis en place des centres d'urgence pour la coordination en cas d'urgence. Ces infrastructures sont mises en place dans les zones exposées aux catastrophes. Quels sont les domaines clés nécessitant un soutien accru? La plupart des interventions se sont principalement concentrées sur des zones exposées aux phénomènes météorologiques extrêmes. Cependant, l'évaluation nationale des risques multiples réalisée en 2025 a prévu que d'autres zones seraient exposées à des phénomènes météorologiques extrêmes dans un avenir proche, si rien n'est fait pour lutter contre le changement climatique. Par conséquent, il est nécessaire d'étendre les interventions à d'autres zones qui semblent actuellement moins touchées par les effets du changement climatique afin de prévenir et de minimiser les pertes et les préjudices dans ces autres zones. On a besoin en effet de maximiser le nombre d'interventions dans ces zones-là. Nous voulons anticiper, prévenir et réduire les pertes et préjudices dans ces domaines-là. Et dans ces zones, plus précisément, un soutien supplémentaire est nécessaire pour rendre pleinement opérationnel le fonds fiduciaire dédié à la gestion des risques de catastrophe grâce à un financement de démarrage, développer le système d'information sur la gestion des risques de catastrophe. Nous voulons par ailleurs renforcer les mesures préventives. Nous voulons développer et renforcer les systèmes d'alerte précoce au niveau des communautés. En tant que pays, par ailleurs, nous élaborons des procédures opérationnelles standardisées, SOP en anglais, et un cadre adapté au contexte local pour l'évaluation des besoins après une catastrophe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnie. Il semble que beaucoup de travail doit encore être réalisé, mais il est bon de constater que vous êtes très bien organisé de votre côté.
Passons maintenant à la dernière session de ce webinaire. Comme mentionné précédemment, l'un des objectifs de ces webinaires, celui de la semaine dernière sur l'adaptation et celui-ci d'aujourd'hui, consiste à encourager d'autres pays, notamment des PMA, à inclure la section consacrée aux pertes et préjudices dans leurs rapports biennaux au titre de la transparence. D'après ce que vous avez appris au cours de votre propre processus d'élaboration du rapport, quels conseils prodigueriez-vous à un pays qui commence tout juste à préparer son rapport biennal? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? La Laina, si vous êtes d'accord pour commencer. Merci, Fernanda. Si j'avais donc un conseil à donner, peut-être que mon premier conseil consisterait à se prendre tôt. Il faudrait, si possible, impliquer toutes les institutions clés dès le départ. Il ne convient pas d'attendre de disposer de données parfaites. Vous pouvez commencer à utiliser les données disponibles. Vous pouvez utiliser les meilleures informations disponibles et expliquer clairement quelles ont été les lacunes dans le cadre de la présentation du rapport et comment il est possible d'améliorer le système étape par étape. Voilà, je vous recommande de ne pas attendre d'avoir les données parfaites. Par ailleurs, il est important de développer une expertise au niveau national. Vous pouvez faire appel à un consultant, une consultante externe. Cependant, je pense que le rapport biennal au titre de la transparence devrait aider à renforcer les institutions en vue des futurs rapports. On a besoin d'impliquer les équipes nationales dans le système. Enfin, je vous conseillerais de prévoir suffisamment de temps pour l'examen et la validation. Le premier rapport biennal ne sera peut-être pas parfait, mais il va constituer un excellent point de départ pour une meilleure transparence et pour des actions futures au service du climat. Merci. Merci beaucoup, Lalaina. En effet, il ne faut pas avoir peur de commencer ce reporting. Gamboué, quel serait le rapport, pardon, quel serait le conseil que vous donneriez à un pays qui commence son rapport? Merci. Je leur recommanderais de travailler à la coordination. Il est important, en effet, de comprendre qui fait quoi et qui devrait faire quoi. C'est essentiel. Cela permet également de savoir qui dispose de quelle information. Les informations peuvent être disponibles, mais elles sont peut-être disponibles sous d'autres formats. Certaines personnes ne disposent pas forcément de ces informations. Lors du reporting, c'est une déclaration d'information qui se fait. Les informations doivent être pouvoir utilisées et déclarées. Il faut également travailler au renforcement des capacités. Alors, on sait qu'il y aura toujours des personnes qui auront davantage d'avance sur certains points. C'est la raison pour laquelle il faut développer ce programme qui permette de s'aider les uns les autres pour savoir ce qui doit être déclaré. Lorsqu'on parle des pertes non économiques, il faut savoir clairement de quoi il s'agit. Il doit être facile d'insérer ces informations dans les soumissions des rapports. Il faut travailler également sur les évaluations déjà existantes. On peut s'appuyer sur ce type d'évaluation, notamment dans le domaine de l'agriculture, hein. Il y a peut-être d'autres évaluations en cours, des organisations, pardon, des évaluations qui sont
davantage organisée. Nous avons besoin de ces évaluations pour voir comment la composante des pertes et des préjudices a été abordée et ou incluse. Des informations peuvent déjà avoir été collectées. Il va falloir pouvoir les identifier maintenant. Et ces informations doivent constituer un point de départ pour collecter les données. Voilà quels sont les conseils que je pourrais prodiguer au nouveau pays débutant leur reporting. Merci. Merci beaucoup, Gamboué. Annie, quels seraient les conseils que vous pourriez prodiguer? Merci, Fernanda. Je crois que la plupart de ce que je souhaitais dire a déjà été indiqué. La coordination est un point essentiel, il faut le répéter. Il faut utiliser les arrangements institutionnels déjà existants au niveau du pays afin de veiller à ce que la coordination soit faite avec les principales parties prenantes s'agissant du reporting des pertes et préjudices. Sur la base de notre expérience au Malawi, les informations sont disponibles. Cependant, elles figurent au niveau de différents services, de différentes agences, de différents départements. Il faut donc rassembler toutes ces parties prenantes, toutes ces agences qui jouent un rôle clé en matière de reporting et cela permettra de collecter les informations pertinentes. Même si le reporting en la matière est facultatif, je crois que cela a été assez positif pour le Malawi. Il faut signaler ces pertes et préjudices. Cela nous aide également, en effet, à dresser dresser le bilan des avancées réalisées en tant que pays. Cela permet de savoir quelles sont les initiatives en cours et d'identifier les lacunes. Cela nous permet de savoir à quel niveau nous avons besoin d'un soutien supplémentaire. Cet exercice, d'une manière générale, va aider le pays à identifier les lacunes et les besoins. C'est un processus qui va permettre de renforcer également la coordination entre les institutions et les parties prenantes. Au niveau international, l'inclusion de cette section est essentielle et garantit la disponibilité des données et d'informations adéquates sur les pertes et préjudices afin de soutenir le dialogue mondial. Cela permet également d'améliorer la transparence et de renforcer la compréhension collective des défis auxquels sont confrontés les pays vulnérables. Voilà ce que je pouvais indiquer à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Annie. Merci pour ces perspectives et merci également pour vos encouragements en direction de ces pays-là. Merci à tous les trois. Merci pour vos contributions et vos réponses. Nous aurions une question qui a été posée par un participant. Je vais vous la lire et nous verrons qui pourra y répondre. Annie, vous avez partagé quelques expériences, mais je pense que vous trois pourrez répondre. Une personne souhaite savoir si les pays les moins avancés utilisent des données fournies par les citoyens ou issues du grand public pour le suivi, étant donné que le suivi des pertes et préjudices est facultatif. Cette personne se demandait si certains pays recouraient à une approche de science citoyenne pour ce suivi. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous souhaiterait répondre. Est-ce que vous utilisez donc une approche de science citoyenne pour le suivi? Est-ce que vous utilisez des informations venant du public pour en signaler les pertes et préjudices? Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Dans le cadre du cadre que nous développons, j'ai indiqué que les systèmes peuvent être partiaux parfois. Il est important de voir comment se fait la collecte de données. Certains domaines sont plus larges, plus étendus.
Et on a besoin de technologies assez avancées pour disposer d'informations. Ces informations sont parfois des informations qui doivent être obtenues de manière rapide. Il s'agit alors de situations d'urgence. Nous n'avons pas encore commencé à utiliser une telle approche de sciences citoyennes pour le suivi. Nous avons bien sûr impliqué le public et également certains départements du gouvernement, des ministères, hein, notamment pour ce qui est des données relatives aux pertes et préjudices. Mais nous utilisons les informations disponibles dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel sur la transparence. Merci. Merci, Gamboué. Nous avons très peu de temps, mais si quelqu'un d'autre souhaite compléter la réponse à cette question, allez-y. La Laina. Merci pour cette question. La citoyenneté peut jouer un rôle important pour collecter des données sur les pertes et préjudices, notamment lorsque les données officielles sont limitées. À Madagascar, ces données sont déjà utilisées dans le cadre d'évaluation réalisée à l'échelon local. Cependant, elles ne sont pas pleinement intégrées au système en lien avec le rapport biennal au titre de la transparence. Nous souhaitons veiller à ce que ces données soient fiables et fondées. À l'avenir, nous pourrions peut-être développer cette approche fondée sur la citoyenneté, notamment au niveau communautaire. Et je pense notamment au cas des pertes non économiques. Merci beaucoup, Lalaina. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je souhaiterais vous remercier toutes et tous. Merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupés. Alors, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous l'apprécions grandement. Je souhaite remercier également les deux interprètes qui ont réalisé l'interprétation vers et depuis l'anglais et le français. Merci d'avoir été là. Nous espérons que l'ensemble des PMA seront en mesure de procéder à leur reporting sur les pertes et préjudices lors du prochain cycle de BTR. Merci et on se voit bientôt sur un prochain webinaire. Au revoir.